Je me regarde dans la glace comme on regarde une époque qui ne nous reconnaît plus. La salle de bain est trop blanche, trop calme, comme un petit mausolée privé au cœur de mon appartement du 5e arrondissement. Les carreaux renvoient une lumière froide qui n'a jamais connu la fumée des rues. J'ai 68 ans. Je ferme mon collier d'un geste précis, presque militaire. Sur le rebord du lavabo, la boîte de velours attend. À l'intérieur, la promesse brillante d'un pays qui aime distribuer des symboles, surtout quand il veut oublier ce qu'il a fait des corps. Je pince la peau de mon cou, juste sous la mâchoire. Une habitude. Le temps laisse des marques comme des tracts laissés à la hâte sous les essuie-glaces. On les découvre trop tard, on les froisse, on fait semblant de ne pas lire. Dans le salon, la robe est suspendue, noire et sobre. Pas un de ces noirs tristes, non, un noir de cérémonie, un noir qui prétend à la dignité. Sur la table, l'invitation officielle cartonnée, avec mon nom imprimé comme une sentence, Isabelle. Il y a une odeur de cire, d'encaustique, de fleurs coupées. Tout est propre, tout est à sa place, comme si l'ordre, à lui seul, pouvait être une morale. Je prends la broche, une rose jaune. Le jaune n'est pas ma couleur et pourtant je la choisis, parce que le jaune est une couleur dangereuse. On l'oublie. C'est la couleur du signal, de l'alerte, des gilets qu'on enfile quand on n'a plus de mots. Une ironie. Une petite trahison discrète cousue sur le tissu cher. Je la fixe au revers. Je ne tremble pas. Et, dans le même instant, comme si la ville entière se montait en film dans ma tête, je vois Chloé. Chloé a 25 ans. Son visage n'est pas dans une glace, mais dans l'écran tremblant d'un téléphone tenu à bout de bras par quelqu'un qui court. Il pleut sur elle, ou bien c'est la brume des lacrymogènes. Je ne sais pas. Ça lui colle les cheveux au front. Elle porte un sweat trop grand, une capuche qui n'a jamais servi à se protéger du froid, mais à disparaître aux yeux des caméras. Sous ses yeux, elle étale du dentifrice avec 2 doigts, vite comme une enfant qui maquille une blessure avant qu'elle ne saigne. Le dentifrice. Cette odeur mentholée, absurde, presque domestique, au milieu du métal, des cris, des sirènes, pour lutter contre la brûlure, pour tenir, pour continuer à respirer dans un air qui veut vous punir. Je ne devrais pas la voir. Je ne suis pas à cet endroit. Je suis ici, dans la douceur vieillie des parquets, dans le silence des plafonds hauts. Et pourtant, elle traverse mon corps comme une vérité qu'on ne peut pas tenir à distance. Chloé est à un point de blocage devant une usine. On dit site stratégique, énergie, sécurité nationale, ces mots qui couvrent tout comme un drap sur un cadavre. Des barrières métalliques, des policiers en ligne, des casques lisses sans visage, des banderoles trempées, des slogans qui se déforment sous la pluie. La ville sous la pluie ressemble à une bête qu'on tente de calmer avec des matraques. Elle se baisse, ses mains trouvent un pavé. Le pavé est lourd, un morceau de rue arraché à la rue. Le geste est presque sacré. Prendre ce qui est sous vos pieds, l'arracher, le transformer en réponse. Dans ses doigts, la pierre porte encore la boue, la gomme, les décennies. Un pavé, c'est le contraire d'un discours. C'est direct, c'est brutal, c'est sans élégance. C'est l'instant où la patience devient matière. Je revois mes propres mains, jadis, qui avaient cette même impatience. Mais mes mains aujourd'hui sentent la crème hydratante et le savon d'amande. Les siennes sentent la pluie sale, l'adrénaline, la peur qu'on avale. Je réajuste ma manche, je respire, je m'entends dire, à voix basse, comme si je parlais à quelqu'un dans la pièce. Ne fais pas ça. Mais Chloé ne m'entend pas. Elle a les yeux fixés sur le jet blanc du canon à eau qui s'avance comme une bête mécanique. On dirait un animal dressé. On dirait l'état lorsqu'il se fait physique. Elle lance. Le pavé part, arc minuscule dans le chaos, et au même moment, mon miroir me renvoie mon propre geste. Moi, je pince la rose jaune pour qu'elle soit parfaitement droite. Moi, je règle un symbole. 2 femmes, 2 générations, 2 Marianne, qu'on n'a pas prévues dans la même photographie. Et ce qui me serre la gorge, ce n'est pas la peur qu'elle soit arrêtée. Ce n'est même pas la honte. C'est autre chose de plus cruel, cette reconnaissance intime. Le feu est le même. Seulement, chez elle, il brûle au grand jour. Chez moi, il fume sous la peau, avec une odeur plus âcre, plus ancienne. Et tandis que je tourne la tête vers la porte, prête à sortir vers ma récompense, je comprends que le vrai cérémonial ce soir n'est pas celui des salons dorés. Le vrai cérémonial est dans la rue, sous la pluie,
là où une fille met du dentifrice sous ses yeux pour pouvoir continuer à regarder le monde en face. La cérémonie avait l'odeur des choses qu'on respecte sans les aimer. Dans les salons, le champagne montait en bulles dociles et les rires avaient ce timbre particulier des milieux qui ne rient jamais trop fort, de peur d'avouer une émotion. On m'avait placé près d'une fenêtre donnant sur les toits gris de Paris, comme si la ville devait servir de décor à ma consécration. Un préfet me parlait d'engagement, de parcours exemplaire. Je hochais la tête au bon moment. Je savais faire. On apprend vite, à mon âge, à sourire avec économie. La rose jaune sur ma poitrine attirait des regards amusés, presque attendris. Original, Isabelle, je répondais par une phrase légère, un trait d'esprit. Je jouais mon rôle, celui de la femme qui a su traverser le siècle sans se salir les mains. Ironie. Mes mains, je les garde propres aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'elles ne se sont jamais salies, c'est parce que j'ai appris où se cachent les gants. Le discours a commencé. Un micro, une voix qui résonne. Je me suis avancée d'un pas, puis d'un autre, et j'ai senti dans ma cage thoracique cette drôle de fatigue, celle qui ressemble à de la gratitude, mais n'en est pas. Plutôt une lassitude. Et puis, sans fracas, sans sirène, sans bombe lacrymogène, la violence est entrée dans la pièce par la plus moderne des portes. Un téléphone qui vibre. Une première vibration, discrète, puis une deuxième. Puis cette petite houle, ce mouvement collectif. Les regards qui se baissent, les mains qui se glissent dans des poches, les écrans qui s'allument comme des lucioles indécentes dans la pénombre élégante. Un murmure a traversé les rangs, presque gourmand. Je n'ai pas regardé tout de suite. J'ai attendu, par orgueil, par discipline, par superstition, comme si refuser de lire pouvait empêcher le réel d'exister. Mais on me l'a montré. Une photo sur Twitter, déjà partagée, commentée, déformée par la vitesse. Une image où l'on voyait Chloé, les yeux rougis, les poignets retenus, entourée de policiers. Et entre ses mains, comme une ironie parfaite, comme une preuve impossible, mon Leica, mon vieux Leica. Celui qui dormait dans la cave, dans son étui de cuir usé, comme une relique qu'on ne sort plus parce qu'elle fait trop de bruit dans la conscience. Je l'ai reconnu au premier coup d'œil, la petite rayure près de l'objectif, la sangle raccourcie, ce détail minuscule qui signe une possession mieux qu'un nom gravé. Mon sang a fait un bond. Autour de moi, la pièce continuait. Le préfet parlait encore. Les applaudissements étaient prêts, en attente comme des domestiques. J'ai entendu mon nom dans une phrase, puis je ne l'ai plus entendu. Tout s'est éloigné. Je n'étais plus dans un salon. J'étais dans un couloir étroit avec des murs qui sentent la sueur et l'encre et des voix jeunes qui crient liberté comme on crie à l'aide. J'avais 20 ans. 1968 m'est revenu au visage, non pas comme un souvenir, mais comme un goût de métal sur la langue. J'ai reposé l'écran. Mes doigts étaient froids. Un incident, a soufflé quelqu'un. Je me suis excusée poliment, comme on quitte une table avant le dessert. Je n'ai pas cherché à expliquer. Je me suis contentée d'un mensonge propre, une urgence familiale. Ma voiture m'attendait en bas. Le chauffeur a ouvert la portière. Je me suis assise, droite, et j'ai senti la broche me piquer légèrement, comme si la rose jaune se moquait de moi. Au commissariat du 5e, ai-je dit. Le chauffeur a hésité, surpris par l'adresse, cette adresse qui n'est pas celle des hommages mais des interpellations. Les roues ont commencé à glisser sur l'asphalte mouillé. Paris défilait, indifférente, magnifique et fatiguée. Et moi, je comprenais déjà. Ce soir, je n'allais pas seulement récupérer un appareil photo. J'allais retrouver une porte. La même porte que j'avais franchie autrefois, jeune et entêtée, quand on m'avait appris que l'État, lui aussi, sait enfermer les femmes qui le regardent trop droit. Le commissariat n'a pas changé. Ou peut-être est-ce moi qui n'ai jamais vraiment quitté ces murs. La façade a été repeinte, bien sûr. Les plaques sont plus modernes, les vitres plus épaisses, mais l'odeur, ce mélange de café froid, de papier humide et de désinfectant, est exactement la même. Une odeur qui ne cherche pas à rassurer. Une odeur qui dit « ici on range le désordre humain ». Je suis entrée comme on entre dans un lieu qu'on connaît trop bien. Sans hésitation, sans colère apparente. Le planton m'a regardé avec ce réflexe immédiat que l'uniforme donne. Mesurer la menace, estimer la classe sociale, ajuster le ton. « Madame ?» J'ai donné mon nom. Il a cligné des yeux. Le respect est venu après, un demi-temps trop tard.
toujours ce retard. Il m'a fait signe d'attendre. Chloé était assise sur un banc métallique, les mains libres mais les épaules tendues, comme si les menottes invisibles étaient encore là. Ses joues portaient des traces roses, pas encore des bleus, juste l'annonce de ce qui viendrait plus tard. Elle avait essuyé le dentifrice, mais ses yeux brûlaient encore. Pas seulement à cause du gaz. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Moi, si. Je l'ai regardée avec cette précision douloureuse qu'on réserve aux êtres qu'on aime trop pour leur mentir. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. Question absurde. Question de mère. Elle a levé les yeux, enfin, et j'y ai lu quelque chose de plus dur que la peur, le mépris. « Tu n'aurais pas dû venir. » Sa voix était calme, trop calme. Cette fausse sérénité qu'on prend pour du courage quand on n'a pas encore compris le prix. « Je suis là pour t'aider. » Elle a esquissé un sourire bref, sans chaleur. « Non, tu es là pour réparer. Ce n'est pas la même chose. » Un officier s'est approché, poli, presque aimable. Il m'a expliqué la situation avec cette langue administrative qui transforme les corps en dossiers. Interpellation lors d'un attroupement non déclaré, violence sur agent, dégradation. Des mots lourds, précis, qui tombent comme des scellés. Je l'ai écouté jusqu'au bout. J'ai hoché la tête, puis j'ai dit « Je prendrai un avocat ». Chloé a secoué la tête brusquement. « Surtout pas ». Elle s'est levée. Son regard s'est planté dans le mien, frontal, sans détour. « Je ne veux pas d'un avocat du système. Je ne veux pas négocier. Je veux un procès. Je veux qu'ils expliquent. Qu'ils se justifient. Qu'ils regardent ce qu'ils font. » J'ai senti cette vieille colère remonter, celle que je croyais avoir domptée avec les années. Elle avait la même saveur qu'autrefois, amère, stimulante, dangereuse. « Tu veux être une héroïne ?» ai-je dit doucement. « Une image, une victime propre. Moi, je veux que tu ressortes d'ici sans fracture et sans casier. » « C'est exactement ça, le problème, a-t-elle répondu. « Tu confonds survivre et vivre. » Il y avait du monde autour de nous, mais j'ai eu l'impression que la pièce se vidait, que seuls restaient deux âges de la même colère, face à face, incapables de se reconnaître. « Tu crois que je n'ai pas voulu changer le monde ?» ai-je murmuré. « Tu crois que je n'ai pas crié, moi aussi ?»« Tu as fini par t'asseoir à leur table, a-t-elle répliqué, par accepter leur médaille. Ces mots ont touché juste, trop juste. J'ai senti le poids de la rose jaune sur ma poitrine, soudain ridicule. Un silence est tombé entre nous, épais, chargé. Puis son regard a glissé, malgré elle, vers le sac posé près du bureau. Mon sac, celui qu'on avait récupéré avec ses affaires. À l'intérieur, je le savais, reposait le Leica. « Pourquoi tu avais encore ça ?» a-t-elle demandé plus bas. Je n'ai pas répondu, parce que certaines réponses ouvrent des portes qu'on passe sa vie à maintenir fermées. Et à cet instant précis, j'ai compris que ce qui nous séparait n'était pas seulement une génération. C'était un secret, un vieux négatif qui attendait, depuis des décennies, d'être exposé à la lumière. Je l'ai ramené chez nous comme on ramène un incendie dans une pièce pleine de rideaux. Le trajet en voiture s'est fait sans parole. Paris passait derrière la vitre, flou, strié de pluie. Chloé gardait les bras croisés, le regard fixé sur un point invisible, comme si elle refusait de donner à la ville le plaisir de la voir vaciller. Moi, j'entendais encore les mots du commissariat. Dégradation, attroupement, violence. Et dessous, une autre musique, plus ancienne, le claquement sec des portes en 1968, l'humiliation froide, l'odeur de tabac et de peur. Dans l'entrée, elle a enlevé ses chaussures d'un coup de pied. Un geste de révolte domestique. Le contraste m'a fait mal. La rage qui s'essuie sur un tapis perçant. « Je veux juste récupérer mon sac », a-t-elle dit. Je n'ai pas bougé. J'aurais dû lui tendre le Leica, lui dire « Prends-le et va dormir ». J'aurais dû. Mais mon corps a hésité, comme s'il savait, avant ma tête, que l'objet n'était pas un simple appareil photo. C'était une serrure. Elle a ouvert le sac. Ses doigts ont trouvé le cuir usé de l'étui. Elle l'a tiré, l'a posé sur la table basse. Le Leica a fait un petit bruit sourd, comme une pierre déposée sur une tombe. Elle l'a regardé avec une colère presque tendre. « Tu gardais ça au sous-sol ? Pourquoi ?» Je n'ai pas répondu. Le silence est une habitude que j'ai payée cher. On finit par l'utiliser pour tout, même pour l'amour. Chloé a ouvert l'étui. Le métal a accroché la lumière du lampadaire dehors. Elle a tourné l'appareil entre ses mains comme on retourne une arme pour chercher où elle mord. Puis, avec une impatience méthodique, elle a cherché les compartiments.
Les gens de sa génération savent que les objets mentent. Ils sont habitués au double fond, dans les contes, dans les discours, dans les sourires. Elle a trouvé. Derrière la mousse usée, un pli, un carton noir, une enveloppe fine, presque poussiéreuse, et surtout une petite clé USB scotchée à l'intérieur. Ridicule modernité, greffée sur une relique. Je l'avais ajoutée plus tard, un jour où j'avais compris que les négatifs pour survivre devaient se réincarner. Chloé a levé les yeux vers moi, surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» Je sentais ma gorge se serrer. La rose jaune sur ma poitrine me brûlait comme une moquerie. « Rien qui te concerne, ai-je dit. » C'était trop tard. Elle a déjà branché la clé à son ordinateur. Dans le salon, l'écran a pris la place du feu. Les premières images se sont affichées. Noir et blanc, grains épais, cadrage vivant. Des corps jeunes, des rues en chaos, des visages ouverts par le cri. Et moi quelque part dans ce monde-là que j'avais prétendu ne plus connaître. Chloé s'est figée. Sur la 3e série, il y avait un homme qui riait, la bouche pleine d'insolence et de lumière. Un homme qui tenait une cigarette comme s'il défiait le siècle entier. Un homme dont le bras entourait ma taille. Elle a fait défiler plus vite, comme si accélérer pouvait empêcher la vérité de s'installer. Mais la vérité, quand elle est photographiée, a une cruauté tranquille. Elle ne bouge pas. Elle vous regarde. « C'est toi », a-t-elle soufflé. Puis elle a zoomé sur le visage de l'homme, la mâchoire, le regard, une cicatrice minuscule au-dessus du sourcil gauche. J'ai vu ses pupilles se dilater, comme lorsqu'on reconnaît un monstre dans une histoire d'enfant. Non, ce n'est pas possible. Elle a attrapé son téléphone, a ouvert un article, une photo récente, un PDG en costume, un sourire calibré, un logo derrière lui. Marc-André. Le visage avait vieilli, mais il n'avait pas changé. C'était le même. Chloé a reculé d'un pas comme si l'écran pouvait la frapper. Marc-André, c'est lui. C'est le type contre qui on se bat. Elle m'a regardé alors vraiment avec une expression que je ne lui connaissais pas. Non plus du mépris, non plus de la colère, mais une espèce d'effroi intime, comme si la lutte venait de devenir familiale. « Dis-moi que tu ne le connais pas », a-t-elle exigé. « Dis-moi que ce n'est pas lui. » J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai revu 1968 non pas comme une affiche, mais comme une peau, chaude, vivante, trahie. « Je le connais », je dis enfin. Ma voix était sèche. Celle d'une femme qui comprend qu'elle vient d'ouvrir la boîte de Pandore sur sa propre table basse. Chloé a murmuré, presque pour elle-même. « Alors notre ennemi, c'est ton premier amour. » Et dans ce mot, amour, il y avait déjà l'autre mot, celui qui le suit souvent, trahison. Je n'ai pas invité Marc-André. Je l'ai convoqué comme on convoque un fantôme en croyant maîtriser la séance. La journée suivante a été une suite de gestes mécaniques. Appel, silence, une secrétaire trop polie, puis sa voix à lui, légèrement plus grave que dans mon souvenir, mais avec la même façon d'occuper l'air, comme si le monde lui devait déjà de la place. Isabelle, cela faisait longtemps. Il a prononcé mon prénom comme on effleure une cicatrice pour vérifier qu'elle fait encore mal. Je lui ai parlé de Chloé, de la plainte, de la machine judiciaire qu'il lançait contre une jeune fille. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. À certains âges, la menace n'a plus besoin de volume. Elle a l'expérience. « Venez dîner », ai-je dit. « Ce soir. Nous parlerons. » Il a marqué un temps, puis il a accepté. Je l'ai entendu sourire au téléphone. Un sourire d'homme qui croit encore qu'il choisit les règles. Dans l'après-midi, j'ai dressé la table comme on prépare un procès intime. Assiette blanche, verre fin, rien de ostentatoire. Le luxe, chez moi, a toujours eu cette discrétion des gens qui veulent paraître raisonnables. J'ai fait un bœuf bourguignon, plat de patience et de sang lent, parce que la viande, quand elle mijote, raconte mieux que les mots ce que le temps fait aux choses. L'odeur du vin, des oignons, du laurier a rempli l'appartement. Elle m'a donné une impression étrange, celle de cuisiner pour une époque morte. Chloé n'a rien dit quand je lui ai annoncé sa venue. Elle a juste levé les yeux de son ordinateur où s'alignaient des articles, des vidéos, des threads rageurs. Ses pupilles brillaient comme une braise. « Tu veux négocier avec lui ?» a-t-elle murmuré. « Tu veux qu'on fasse ça entre gens bien. »« Je veux que tu sois libre », ai-je répondu. Elle a eu un petit rire sans joie. « Libre grâce à ton passé. » Je n'ai pas répondu. Parce qu'elle avait raison, et que la raison, parfois, est une lame inutile.
À 20 heures, la sonnette a retenti. J'ai senti mon ventre se serrer, non pas de peur, mais de cette tension particulière qu'on ressent avant une scène qu'on a trop répétée en secret. J'ai ouvert. Marc-André était là. Costume sombre, manteau impeccable, cheveux argentés coupés courts. Il avait vieilli comme ces hommes qui vieillissent sans perdre leur droit à l'assurance. Il a regardé l'entrée, les moulures, le parquet, comme s'il évaluait une propriété. Puis ses yeux se sont posés sur moi, et je l'ai vue une seconde, retrouver la fille que j'étais, celle qu'il avait serrée contre un mur dans une rue en feu. « Isabelle » a-t-il répété, plus bas. Je l'ai fait entrer. Nous avons commencé à parler debout, près de la bibliothèque. Je lui ai servi un verre de vin. Il l'a pris comme s'il acceptait un cadeau dû. Il m'a parlé de sécurité, de responsabilité, de limites. J'ai reconnu la langue des vainqueurs, une langue qui transforme la peur en vertu. « Votre fille franchit une ligne » a-t-il dit. « Elle incite, elle organise. Il faut que cela cesse. »« Ce n'est pas ma fille » ai-je corrigé. « C'est ma fille et votre histoire. » Il a tressailli, un éclat fugitif, puis il s'est recomposé. « Isabelle, ne mélangeons pas. » À cet instant, la porte du couloir s'est ouverte. Chloé est apparue, sans demander la permission, en jean, cheveux encore humides, visage nu. Elle n'avait pas l'air d'une accusée. Elle avait l'air d'une vérité. Marc-André l'a regardée comme on regarde une photo qu'on voudrait déchirer. « Voilà donc Chloé » a-t-il dit, avec une politesse qui sentait la condescendance. « Voilà donc Marc-André » a-t-elle répondu sans sourire. L'homme qui vend l'essence et appelle ça une transition. Je les ai invités à s'asseoir. La table était prête, mais personne n'avait faim. Nous nous sommes installés comme 3 acteurs forcés de jouer une pièce dont le texte brûle. Marc-André a parlé de millions, de contrats, de stabilité nationale. Chloé a parlé de nappes phréatiques, de cancer, de mensonges. Et moi, je les regardais comme on regarde 2 versions d'un même idéal. L'une encore pure, l'autre déjà corrompue par la réussite. Quand il a dit, d'un ton faussement doux, « Vous ne comprenez pas le monde réel », j'ai reposé ma fourchette. Le métal a claqué. « Le monde réel » ai-je répété. « Nous avons juré de brûler ce monde en 1968. Et vous êtes devenu celui qui vend l'essence pour qu'il brûle plus lentement. » Le silence est tombé, épais, presque religieux. Chloé m'a regardée, surprise d'entendre ma voix. Marc-André a pâli, comme si soudain, le fantôme que j'avais convoqué venait de lui saisir la gorge. Le dîner n'a pas eu de milieu. Il n'a eu qu'un avant et un après, comme une gifle. Après ma phrase, Marc-André a bu une gorgée de vin, lentement pour reprendre le contrôle. Chloé, elle, s'est mise à rire, un rire nerveux qui ressemblait à une toux. « Alors c'est vrai » a-t-elle dit. « Tu as été des leurs. Tu sais, je me suis retenue de corriger. J'ai été des nôtres. » Parce que le pronom, ce soir-là, était un champ de bataille. Marc-André a posé son verre. Ses doigts étaient impeccables, manucurés, des doigts qui n'avaient plus jamais porté de pavé. « Isabelle » a-t-il soufflé, « nous ne sommes plus en 1968. Il y a des lois, des conséquences. » « Les conséquences, Chloé les respire déjà, ai-je répondu. Le bourguignon refroidissait. La sauce figeait doucement comme une vérité qu'on ne sert plus. Chloé s'est levée. Je n'ai rien à négocier avec lui. Elle a disparu dans le couloir et a claqué la porte de sa chambre. Ce claquement a eu la violence d'un slogan. Marc-André s'est tourné vers moi. « Vous la laissez vous humilier » a-t-il dit. « Elle vous traite comme une traîtresse dans votre propre maison. Je l'ai regardée longtemps. J'ai pensé, c'est ça, la réussite, croire que tout se résout par la domination. Elle ne m'humilie pas, ai-je dit. Elle me réveille. » Il a pris son manteau. Avant de partir, il s'est approché, assez près pour que je sente son parfum cher, qui masquait mal un fond de tabac ancien. « Vous savez ce que je peux faire, Isabelle. Votre fille et vous. Je n'ai pas scié. Je sais surtout ce que vous craignez, Marc-André. » Il a ouvert la porte, puis il s'est arrêté une seconde, comme s'il voulait dire quelque chose d'humain. Il n'a rien dit. Il est parti. Quand le silence est revenu, il était plus lourd que la menace. Je suis restée seule à la table, face à 2 assiettes intactes. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des messages, des notifications. Je n'ai pas regardé. J'ai rangé les couverts, lentement, comme si l'ordre pouvait me sauver de la honte. Puis je suis descendue à la cave. La cave sentait la poussière et le carton humide. C'était là que je mettais les choses que je n'assumais pas. Des archives, des valises, des fragments de moi-même.
Sur l'étagère, un classeur noir. Je l'ai ouvert. Les comptes, les virements, les fondations. Je savais déjà ce que j'allais voir, mais je l'ai relu quand même, comme on relit une lettre d'adieu, pour être sûr qu'elle dit bien ce qu'elle dit. Le fonds culturel que je présidais, un nom élégant, neutre, presque philanthropique, finançait, par une cascade de subventions et de partenariats, une partie des actions de l'association de Chloé. Pas directement, bien sûr. Jamais directement. L'argent propre ne s'approche pas des mains sales. Il passe par des gants, des intermédiaires, des appels à projets. Une rivière détournée. Je l'avais fait sans lui dire. Par protection, par stratégie, par culpabilité aussi. Je voulais qu'elle ait des affiches, des bus, des avocats, des tracts imprimés, tout ce que je n'avais pas eu au début. Je voulais lui offrir des ressources sans lui offrir ma présence, parce que ma présence l'irritait. Je suis remontée. Dans le salon, la lumière était basse. Chloé était là, debout, un papier à la main. Elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient secs. « C'est toi », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Elle a brandi le relevé bancaire qu'elle avait dû trouver en fouillant ou qu'un camarade lui avait envoyé. Le chiffre, la date, le nom du fonds, tout était clair, brutal, irréfutable. Tout ce temps, notre indépendance, c'était toi. Je n'ai pas nié. Oui, le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. Elle a reculé, comme si je venais de la toucher sans permission. C'est de l'argent sale, Isabelle. C'est l'argent du système. C'est une laisse. J'ai senti ma colère monter, une colère de mère et de vieille militante à la fois. Une laisse, ai-je répété. Non, c'est de l'oxygène. Sans ressources, ton idéal n'est qu'un cri dans le vide. Elle a fermé les yeux, un instant, comme si elle allait vomir. Tu m'as fait croire que je choisissais, a-t-elle dit. Tu m'as fait croire que j'étais libre. Je l'ai regardée et j'ai compris que je venais de lui offrir la pire des blessures. Non pas l'échec, mais la contamination. Tu es libre, ai-je dit plus doucement. Mais la liberté, Chloé, ça coûte. Et quelqu'un paie toujours. Ils ont attaqué Chloé comme on écrase une cigarette, sans émotion, avec méthode. Ce n'était plus seulement des policiers sur une ligne, des canons à eau, des nuits au poste. C'était l'autre visage du pouvoir. Les enveloppes en tête, les convocations, les mots qui vous poursuivent jusque dans votre sommeil. Un matin, le facteur a glissé sous ma porte une lettre recommandée. Le papier était épais, presque élégant, l'élégance des menaces. Chloé l'a ouverte devant moi. Ses doigts tremblaient à peine. Elle a lu à voix haute, par défi, comme si prononcer les termes pouvait les dégonfler. Dégradation commise en réunion, incitation, préjudice économique. Et cette référence glaciale, écrite comme une vérité objective. L225 au 10 as 1. Ils veulent faire de moi un exemple, a-t-elle dit. Elle essayait de sourire, mais ses lèvres étaient blêmes. Je reconnaissais ce courage-là, celui qui se construit sur la peur pour ne pas s'effondrer. J'ai appelé un avocat. Elle a refusé. J'en ai appelé 2, 3. Elle a encore refusé. Puis, quand une seconde lettre est arrivée, plus sèche, plus précise, plus proche, elle n'a plus dit non. Elle a juste posé sa main sur la table longtemps, comme pour sentir si le bois tenait encore. Marc-André ne m'a pas rappelé. Il n'en avait pas besoin. Il faisait ce que font les hommes comme lui. Il n'est pas violent avec ses mains. Il délègue la violence aux institutions. Il laisse les autres salir leurs gants. Ce soir-là, je suis redescendue à la cave, pas par nostalgie, mais parce que j'avais compris une chose simple. Pour lutter contre un homme qui ne craint plus le scandale économique, il faut lui offrir un scandale moral. Quelque chose qui ronge les fondations de sa respectabilité. Le Leica était sur mon bureau, au-dessus, comme un animal endormi. Je l'ai pris, je l'ai ouvert. Les négatifs, les planches contact, les images que j'avais gardées comme on garde une arme sans vouloir s'en servir. Sur une série, Marc-André apparaissait dans la rue, jeune, insolent, magnifique. Il riait, il courait, et puis il tenait une bouteille. Une flamme, une voiture de police en feu, un instant figé où la jeunesse devient preuve. Et sur certaines photos, à l'arrière-plan, il y avait une silhouette féminine, cheveux noués, manteau sombre. Moi, pas toujours nette, pas toujours au centre, mais présente, incontestablement présente. J'ai senti mon estomac se nouer. Publier ces images, c'était le toucher lui, mais c'était aussi me détruire. Ma médaille, ma respectabilité, mon nom bien rangé sur des invitations, tout cela brûlerait avec la pellicule.
Je suis restée longtemps assise, le Leica dans les mains, à écouter le silence de l'appartement. Derrière la porte de sa chambre, Chloé ne dormait pas. J'entendais ses pas. Son souffle. Le bruit d'un message qu'on efface, puis qu'on réécrit. Elle préparait sa défense comme on prépare sa propre exécution. Je me suis levée. Je n'ai pas eu besoin d'un discours. J'ai juste eu besoin d'un geste. Le lendemain matin, j'ai contacté un journaliste que je connaissais depuis des années, un de ces hommes qui feignent l'indépendance, mais comprennent très bien le poids d'un dossier. Je lui ai dit, j'ai des images de 1968, des images de Marc-André et de moi. Il a cru à une plaisanterie, puis il a compris à ma voix que je ne plaisantais pas. J'ai scanné les photos, j'ai choisi celles qui étaient irréfutables. Marc-André en train d'allumer, Marc-André en train de fuir, Marc-André le visage éclairé par l'incendie comme par un futur qu'il renierait. Et une dernière, la plus cruelle, moi à ses côtés, la main posée sur son bras comme une complicité. Quand j'ai appuyé sur « Envoyer », je n'ai pas senti de libération. J'ai senti une chute. Le scandale a explosé avant midi. En quelques heures, les réseaux se sont enflammés. Le grand patron était un casseur, Légion d'honneur entachée, une icône compromise. Les mots étaient des pierres, il pleuvait sur moi. Marc-André m'a appelé enfin. Sa voix n'était plus sûre, elle était blanchie par la peur. « Isabelle, qu'est-ce que vous avez fait? Ce que vous m'avez obligée à faire, ai-je répondu. Vous retirez la plainte contre Chloé. Aujourd'hui, où votre empire brûle avec vos mensonges. Il a eu un silence, un vrai silence, pas un silence de stratégie, le silence d'un homme qui découvre qu'il a encore quelque chose à perdre. Vous vous détruisez, a-t-il soufflé. Oui, et dans ce oui, il y avait tout. Ma honte, mon amour, mon âge, et cette certitude brutale qu'une mère, parfois, n'a plus que son propre corps à offrir comme bouclier. Je suis montée dans le salon. Chloé était là, devant l'écran, déjà en train de voir mon nom se faire dévorer par le monde. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Pourquoi? Je n'ai pas trouvé de phrase héroïque. J'ai seulement dit la vérité la plus simple, la plus nue, parce que je préfère qu'on me salisse, moi, plutôt que de te briser, toi. Le procès n'a pas eu lieu. Et c'est précisément pour cela que Chloé a eu l'air d'une condamnée. Quand la nouvelle est tombée, plainte retirée, poursuite abandonnée. Les gens ont cru à une victoire. Les camarades de Chloé ont envoyé des messages enflammés, des émojis de poings levés, des « on a gagné » écrits avec l'innocence des survivants. Même certains journalistes, affamés de récits simples, ont parlé de recul stratégique, de pression populaire efficace. Je les ai laissés croire. Chloé, elle, n'a rien dit. Elle a relu le mail de l'avocat comme on relit un diagnostic. Elle avait le visage immobile, mais ses mains trahissaient une crispation fine, presque douloureuse. Ce n'était pas le soulagement qu'elle ressentait, c'était un vide. « Donc, c'est fini », a-t-elle murmuré. Je me suis approchée, lentement. « Tu es libre ». Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans son regard une colère différente, plus noire que celle de la rue. « Libre, grâce à quoi? Grâce à ton scandale? Grâce à un chantage ?» Le mot « chantage » a claqué comme une gifle. Il avait le goût de l'humiliation. Pourtant, elle n'avait pas tort. J'avais joué selon les règles qu'elle détestait. Les arrangements, les menaces feutrées, la peur du qu'en dira-t-on comme levier politique. « Tu voulais un tribunal, ai-je dit. Ils t'auraient écrasé. Et ils auraient appelé ça la justice. »« Au moins, j'aurais choisi ma façon de perdre, a-t-elle répondu. C'était cela, le cœur de sa douleur. On lui avait volé même son sacrifice. Je me suis assise, épuisée, comme si mes os avaient soudain pris le poids de mon âge. Les journaux du matin étaient étalés sur la table basse. Mon visage apparaissait plus sévère que je ne l'imaginais. Icône honorée, ex-casseuse. Passé trouble d'une décorée. Les titres me déshabillaient. Chloé les a ramassés, un à un, sans les lire vraiment, comme on ramasse des débris après un accident. « Tu as tout perdu pour moi, a-t-elle dit, et ça me dégoûte. Je n'ai pas compris tout de suite. Ça te dégoûte? Que je t'ai sauvée? » Elle a secoué la tête, les dents serrées. Ça me dégoûte que je sois sauvée comme ça. Ça me dégoûte d'avoir eu raison sur toi, sur le système, sur l'argent, sur les compromis. Tout ce que je refuse vient de toi. Elle s'est approchée de la table, a pris le Leica, l'a reposé devant moi comme un verdict. « Garde-le, a-t-elle dit. C'est ton histoire. Tes mensonges, tes photos. Le Leica sur le bois avait l'air d'un œil fermé.
Je l'ai touché du bout des doigts. Chloé, écoute-moi. Non, Isabelle. Tu as déjà parlé à ma place. Elle a attrapé son sac. Pas celui de la manifestation, non. Un sac simple, de tous les jours, un sac de départ. Elle a enfilé un manteau sans même le fermer. Il pleuvait encore dehors, une pluie fine, insistante. La pluie qui n'accepte pas les tragédies, qui continue simplement. Dans l'entrée, elle s'est arrêtée une seconde, comme si une part d'elle cherchait une phrase qui pourrait tout réparer. Elle n'a rien trouvé. « Je ne veux plus te devoir quoi que ce soit », a-t-elle dit. Et elle est sortie. La porte a claqué, mais moins violemment que la veille. Cette fois, ce n'était pas une rage, c'était une décision. Je suis restée seule dans l'appartement trop grand. La médaille était là, dans son écrin, et sur ma poitrine, la rose jaune avait été arrachée. Un petit trou dans le tissu comme une blessure propre. Je me suis levée, j'ai pris le Leica et je l'ai posé au centre de la table, comme on pose un objet sacré entre deux personnes qui ne savent plus se parler. Dehors, Paris continuait. Les sirènes au loin, des pas précipités, des voix jeunes qui montaient comme une vague. Et moi, dans ce silence, j'ai compris quelque chose de terrible. Il n'y avait pas de gagnant. Pas même moi, qui avais sauvé ma fille. Parce qu'on ne sauve pas quelqu'un en lui prouvant que le monde est sale. On ne fait que lui apprendre brutalement où commence le désespoir. La pluie a toujours eu sur Paris ce talent cruel. Elle rend tout plus vrai. Elle efface les contours, elle noie les couleurs, elle gomme le prestige. Les façades haussmanniennes deviennent des masques mouillés. Les vitrines ressemblent à des aquariums. Et moi, avec mon manteau sombre et l'écrin de la médaille dans mon sac, je n'étais plus une décorée. J'étais juste une femme âgée qui marche trop lentement dans une ville pressée. Je ne cherchais pas Chloé. Je savais que c'était inutile. Quand elle disparaît comme on ferme une porte de l'intérieur. Mais je ne supportais pas de rester enfermée dans l'appartement, à écouter le bruit des réseaux, les notifications, les jugements qui tombent plus vite que la pluie. Je suis sortie, sans parapluie. L'eau a collé mes cheveux à mon front. Elle a traversé le tissu, a trouvé la chaleur de ma peau, et j'ai eu un frisson d'enfant. Le même frisson que jadis, quand je rentrais d'une nuit de rue et que je croyais encore que le monde changeait parce que nous le voulions. Je me suis arrêtée sous un porche, près de Saint-Michel. Là, des jeunes passaient en courant, le visage couvert, certains avec des lunettes de piscine, d'autres avec des foulards, des banderoles roulées sous le bras, des sacs pleins de bouteilles d'eau, de sérum, de tracts. Une logistique de guerre, mais avec des corps encore légers. Le bruit des slogans montait par vagues. Par moments, la foule devenait musique. Par moments, elle devenait menace. J'ai sorti l'écrin. Mes doigts étaient humides. J'ai ouvert. La médaille a brillé, incongrue sous la lumière grise. Un petit soleil artificiel dans un jour de pluie. Je l'ai tenu entre le pouce et l'index. J'ai pensé, voilà, c'est donc ça, la reconnaissance. Un objet qui ne réchauffe pas. Un objet qui ne protège personne. Je me suis surprise à rire très doucement, seule sous mon porche. Non pas parce que c'était drôle, parce que c'était absurde. Au loin, une sirène a hurlé. Un camion a avancé. Les policiers ont formé une ligne. Et j'ai senti, malgré moi, ce vieux réflexe, compter les distances, repérer les sorties, anticiper le moment où l'air se mettrait à brûler. Je pensais avoir oublié ces gestes. Je les avais simplement rangés. Dans un café voisin, quelqu'un avait mis de la musique. Les portes s'ouvraient et se refermaient, laissant s'échapper des fragments sonores. Et là, comme une ironie parfaite, une voix est sortie. Non, je ne regrette rien. Mais ce n'était pas la version que j'avais connue. Le rythme était plus lourd, plus électronique, comme si on avait habillé Édith Piaf avec des néons. Une modernité brutale sur une chanson de survie. J'ai senti ma gorge se serrer. Je ne regrette rien. Je l'ai répété intérieurement, comme un mensonge qu'on teste, comme une formule qu'on tente de rendre vraie à force de la dire. Est-ce que je regrette d'avoir changé, d'avoir appris à négocier au lieu de crier, d'avoir troqué les pavés contre des dossiers, les barricades contre des conseils d'administration, les poings levés contre des signatures? Je regarde la foule là-bas et je vois leur pureté. Je vois aussi leur naïveté. Pas comme un jugement, comme une tendresse douloureuse. Ils croient que l'ennemi est visible. Ils croient qu'il porte un uniforme ou un logo. Ils ne savent pas encore qu'il peut porter une médaille, un sourire, un nom qu'on applaudit.
Une bouffée de gaz a soudain glissé dans la rue, un voile blanc qui s'étire. J'ai reculé instinctivement. Mes yeux ont piqué. Mon corps, si vieux, a reconnu la brûlure avant ma pensée. Et dans cette brûlure, j'ai pensé à Chloé, son dentifrice sous les yeux, sa façon de tenir malgré tout, sa colère qui était aussi un courage. La pluie redoublait. Elle frappait le pavé, martelait le sol comme une insistance. J'ai fermé l'écrin. Je l'ai remis dans mon sac. J'ai continué à marcher lentement au bord de la manifestation, comme une ombre qui ne veut pas être vue mais refuse de partir. Dans une flaque, j'ai aperçu mon reflet, un visage marqué, sérieux, presque dur. Et pourtant, derrière cette dureté, il y avait encore la même chose qu'à 20 ans, une flamme. Simplement, au lieu de brûler tout droit, elle s'était mise à fumer. Je ne regrettais pas d'être devenue réaliste. Je regrettais seulement le prix, devoir protéger Chloé en la blessant. Et tandis que la voix remixée répétait « Je ne regrette rien », j'ai compris ma vérité à moi. On peut ne pas regretter. Et pleurer quand même. Le lendemain, j'ai laissé l'appartement respirer sans moi. J'ai rangé les journaux, éteint les écrans, fermé les rideaux. J'ai fait ce que je fais toujours quand le monde devient trop bruyant. J'ai réduit l'espace pour que la douleur prenne moins de place. Puis j'ai repris le Leica, je l'ai ouvert et j'ai senti, dans le cuir, dans le métal, cette fidélité étrange des objets. Eux ne jugent pas, ils gardent, ils attendent. Sur la table, j'ai posé une bobine de film neuve. Cela faisait des années que je n'en avais pas acheté. Un geste presque comique, une vieille femme achetant encore de la pellicule à l'heure des stories. Mais je tenais à cela. Je voulais que le message ne passe pas par un écran. Je voulais que ce soit un choix, un rite, un passage de main à main. J'ai glissé la bobine dans l'étui avec une petite feuille pliée en deux. J'ai écrit lentement, de mon écriture devenue plus anguleuse avec l'âge. Ne photographie pas seulement ce que tu es, photographie ce que tu veux protéger. La phrase m'a surprise moi-même. Je ne suis pas une femme de maxime. Je me méfie des belles phrases. Elles servent souvent à dissimuler de la lâcheté. Mais celle-ci venait d'un endroit brut, un endroit où l'amour et la peur se confondent. J'ai attendu. À midi, mon téléphone a vibré. Un message sans formule. Je passe prendre 2 affaires. C'était Chloé. J'ai senti mon cœur faire ce mouvement ridicule, l'espoir qui se lève avant même de demander la permission. Je n'ai pas répondu. Je savais que toute réponse serait un piège. Trop chaude, elle la ferait fuir. Trop froide, elle la tuerait. Elle est arrivée en fin d'après-midi. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, cette façon à elle de monter vite, comme si rester immobile était déjà une compromission. Quand elle a poussé la porte, elle a gardé son manteau. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle a traversé le couloir jusqu'à sa chambre comme une étrangère dans une maison où elle a vécu. Je suis restée dans le salon. Je n'ai pas bougé. Au bout de quelques minutes, elle est sortie avec un petit sac, puis s'est arrêtée. Ses yeux se sont posés sur le Leica, au centre de la table, comme si l'objet avait toujours été là, comme s'il l'attendait depuis des décennies. « Tu me le laisses ?» a-t-elle demandé. Sa voix n'était pas douce, elle n'était pas dure non plus. Elle était nue. « Il t'appartient », ai-je dit. Elle s'est approchée. Elle a ouvert l'étui. Elle a trouvé la bobine neuve, puis le papier. Elle a lu. Ses lèvres ont bougé à peine, comme si les mots avaient un poids physique. Pendant une seconde, ses épaules se sont affaissées. Juste une seconde. Puis elle a relevé la tête et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à une trêve, pas à un pardon. « Tu crois vraiment que je peux encore faire ça ?» a-t-elle murmuré. « Voir autre chose que la colère ?» Je n'ai pas répondu avec un discours. Je me suis contentée d'un signe, presque imperceptible, parce qu'à cet âge, on sait que les grandes déclarations sont souvent des fuites. Chloé a refermé l'étui. Elle a gardé le Leica contre elle, comme on serre un animal qu'on apprivoise. Puis elle a ouvert la porte. « Je ne sais pas où je vais », a-t-elle dit sans se retourner. « Je sais », ai-je répondu. « Moi non plus, à ton âge, je ne savais pas. » Elle est partie. Et cette fois, la porte n'a pas claqué. Le soir, j'ai suivi les infos sans le son. Une habitude. Les images suffisent. Je l'ai vu, je l'ai reconnu plutôt que vu. Une silhouette au milieu d'une foule, le Leica levé, stable. Autour, c'était le chaos. Des drapeaux qui battent, des gens qui courent, des visages déformés par la peur ou l'euphorie. Et au centre de tout cela, elle cherchait un cadre, un instant de vérité.
Elle n'a pas photographié un policier, ni une vitre brisée. Elle a photographié une main qui relevait quelqu'un tombé. Un geste simple, presque invisible, au milieu de la rage. J'ai senti mes yeux se mouiller. Je me suis détestée pour ça. Puis j'ai cessé de me détester. Je suis montée dans ma voiture, plus tard, quand la nuit était tombée. Je n'avais pas l'intention d'intervenir. Je voulais seulement être là, à distance, comme une ombre qui veille. Je l'ai aperçue sur un trottoir, à contre-jour des lampadaires. Elle ajustait la mise au point, concentrée, vivante. Elle n'a pas vu ma voiture, elle n'a pas vu mon visage, et c'était mieux ainsi. Je suis restée quelques secondes, puis j'ai démarré lentement. Dans le rétroviseur, Paris brillait sous la pluie comme une blessure ouverte. Et je me suis dit, avec une fierté amère, le flambeau ne s'éteint jamais. Il change seulement de main. Il y a longtemps, je croyais que la vie opposait clairement les justes et les compromis, les courageux et les lâches, les jeunes qui luttent et les vieux qui cèdent. Cette histoire m'a appris quelque chose de plus inconfortable, mais aussi de plus vrai. Le courage change simplement de forme avec le temps. À 20 ans, on affronte le monde de face. On crie, on frappe le pavé, on croit que la pureté protège. À 68 ans, on comprend que le monde ne tombe pas sous les slogans, mais sous les failles. Alors on négocie, on calcule, on accepte parfois d'être mal jugé pour protéger ceux qui n'ont pas encore appris à se méfier. J'ai compris aussi que l'amour parental n'est pas toujours noble ni visible. Il peut être sale, discret, stratège. Il peut passer par des gestes qu'on n'ose pas raconter. Et surtout, il ne garantit jamais la reconnaissance. Sauver quelqu'un n'assure pas qu'il vous remercie. Enfin, j'ai appris que les idéaux ne meurent pas quand ils rencontrent la réalité. Ils mûrissent, ou ils se brisent. La différence tient souvent à une main tendue au bon moment, à une transmission imparfaite mais sincère. Avez-vous déjà dû choisir entre avoir raison et protéger quelqu'un que vous aimez? Et si votre plus grand sacrifice n'avait jamais été vu comme tel, pourriez-vous encore l'assumer? Si cette histoire a réveillé en vous un souvenir, une faute, un acte de courage silencieux ou un conflit entre générations, je vous invite à le partager. Envoyez votre récit au programme. Racontez-le sans héroïsme forcé, sans morale parfaite. Parce que sous la surface lisse des vies respectables, il y a souvent, comme sous l'asphalte, une brûlure qui n'a jamais cessé de vivre. I fucking lie. I thought I fixed it this morning. I was looking at the eyebrow slit and thinking it looks sick, yeah. Not that you would ever say the word sick, Jim. But oh, love him. What were you guys getting there? Oh, seafood chat. Seafood boil. I'm really excited for you. That is personally my worst nightmare, and I'm trying to be really excited for you. What is seafood boil? Please tell me what seafood boil is. That, I guess that I'm going to assume it's what that is. What actually is it? Just slow cooked seafood? Sorry, I'm trying so hard to be. It's got corn in it, it's got prawns in it, it's got fish in it, in garlic butter. I mean, if I liked seafood, that sounds filthy good. Stick your hand in the ocean, pull it out, boil what you grabbed and consumed. Sick. Including, obviously, the naturally occurring in the ocean corn. Is that roast potatoes? Is that a roast potato right there? I mean, anything is good in garlic butter, right? And yeah, how was 6? Potatoes are the best. I need that in my mouth hole.